Messieurs, dames, bonsoir. Voici le dernier conseil municipal de l'année. Donc ce soir, nous avons au total 14 délibérations. Avant de procéder au conseil municipal, je souhaitais premièrement que vous votiez le compte rendu du précédent. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre ou abstention? Contre. Contre. Monsieur Benat, contre. Après, je vais vous énumérer les procurations. Je suis en train de chercher ma feuille. Habituellement, j'ai mon nom imprimé. Plus de batterie. Voilà. Donc, les procurations, le pouvoir. Jean-Antoine Espinoza donne son pouvoir à Marielle Martin. Romain Spinoza donne son pouvoir à moi-même. Madame Béatrice Réor à Madame Aubertin. Laure Barnini donne son pouvoir à Mélanie Tricot et Madame Hénard donne son pouvoir à Monsieur Bléron. Je vous demande de donner votre nom quand vous posez des questions, vous faites des remarques pour qu'on puisse bien intégrer au niveau du procès verbal. Je nomme un ou une secrétaire de séance. Christine, Madame Aubertin, secrétaire de séance. Donc nous allons commencer par la première délibération. Le rapporteur, c'est Madame Tricot. C'est le bilan sur l'expérimentation de l'extinction partielle de l'éclairage public sur le territoire, interdit et sa périphérie immédiate. Depuis plusieurs mois, la municipalité a initié différentes actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie. Parmi elles, l'expérimentation récente de l'extraction partielle de l'éclairage public de 23h à 5h du matin, à l'intérieur de la ville et en périphérie immédiate. Cette extinction partielle poursuit différents objectifs: réduire la facture de consommation d'électricité, contribuer à la préservation de l'environnement par la baisse des émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les nuisances lumineuses. Si la compétence éclairage public a été transférée à l'intercommunalité au titre de ses compétences facultatives, les modalités de fonctionnement relèvent, quant à elles, du pouvoir de police du maire, qui a la possibilité de prendre des mesures de limitation compatibles avec la sécurité des usagers des voiries, la protection des biens et des personnes. Une expérimentation a ainsi été réalisée sur le village de périmètre interdit quartier de la Blanquette, avenue des anciens combattants, du 7 novembre au 2 décembre dernier. Plus de 500 questionnaires ont été déposés dans les boîtes aux lettres et distribués sur le marché afin de renseigner et sensibiliser la population sur le sujet. Plus de 168 réponses ont été apportées tant sur le questionnaire papier que sur le sondage en ligne. Plus de 70 personnes ont laissé des commentaires. Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la route, vu le Code de la voirie, vu le Code de l'environnement, vu le Code rural, vu la loi numéro 2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et notamment ses articles 2 et 41, considérant l'intérêt économique et écologique de l'extraction nocturne de l'éclairage public, considérant la très faible densité de piétons et véhicules circulant entre 23h et 5h sur le territoire de la commune, considérant que l'éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue sur tous les lieux et à toute heure de la nuit. En conséquent, et après consultation de ces commissions compétentes, le conseil municipal décide d'approuver de façon pérenne le principe d'extinction de l'éclairage public dès le premier trimestre de l'année 2023. Que monsieur le maire prendra l'arrêté précisant les modalités d'application de telles mesures, les lieux concernés, les horaires, les mesures d'information de la population et l'adaptation de la signalisation. Y a-t-il des questions? Une question. Oui, monsieur Benat. Au niveau du vandalisme, vous n'avez pas de peur, rien? Pas de crainte? Même la journée, on a des craintes. Oui, mais bon, le soir, la lumière éteinte, c'est quand même un peu plus. Putain. On verra. Et On prendra des décisions. Dans d'autres communes, il n'y a pas eu plus. Voilà, dans d'autres communes qui font ça depuis des années, il n'y a pas eu une augmentation de ces faits. Mais bien sûr, on est vigilant.
on a du matériel approprié aussi parce qu'on a changé nos caméras. Et l'avantage de celle-ci, c'est que la nuit, on arrive, elles sont infrarouges, donc on arrive à voir quand même les plaques. Voilà, après, il y a des risques, mais bon. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Michel Legereau, si la compétence de l'éclairage public est transférée à l'Interco, quelle démarche, nous, commune de Caderousse, faisons-nous pour faire accélérer le remplacement de toutes ces lampes à sodium, vapeur de mercure et autres par des lampes à LED? Alors, c'est pas de notre ressort, mais nous, on peut demander un échéancier, un calendrier, avoir une vision globale de cet éclairage. Alors, la compétence a été transférée à l'Interco, à la CCPRO. Par contre, les investissements, c'est le SEV qui les assume, le syndicat d'électrification de Vaucluse. Donc aujourd'hui, nous avons investi, on a commandé du matériel qui sera payé exceptionnellement par l'Interco parce que ce n'est pas eux qui s'occupent de l'investissement, c'est-à-dire les fameuses horloges et 104 ampoules que nous allons changer. Par contre, il est prévu, on a déjà eu une rencontre avec le SEV, il est prévu un plan pluriannuel d'investissement sur l'éclairage public, mais les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que c'est pas anticipé parce qu'on ne pensait pas avoir ces soucis-là. Toutes les nouvelles installations de la commune depuis X années sont en LED, mais les anciennes installations, non. Donc on n'a pas anticipé et petit à petit, on va commencer à définir un plan d'action sur les différents quartiers. Mais de l'autre côté, la commune a déjà engagé cette démarche auprès du COV. Oui, bien sûr. D'autres questions? Jean-Pierre Leroux, le choix pour 2023 sera, je pense, plus sur RD17, départemental 257, les axes où il y a personne. Alors, le choix, il est technique aujourd'hui parce que on a différents boîtiers. On a 12 boîtiers qui gèrent l'éclairage public de toute la commune. On a pu en arrêter 4 parce que nous avions le matériel. La CCPRO nous a installé des horloges. Les autres ne sont pas équipés d'horloges. Donc, et de plus, certains ne sont même pas compatibles avec la nouvelle génération d'horloges. Donc là, il y a différents travaux d'investissement prévus à ce niveau-là. Et les 8 autres boîtiers seront équipés d'horloges. Elles sont commandées. Et je vous dirai aujourd'hui, les délais de livraison, on est livraison prévue fin janvier, début février. Donc on va continuer à arrêter dans un premier temps les quartiers qui, eux, ont les boîtiers, et après, par contre, on équipera au fur et à mesure des réceptions des livraisons tous les autres quartiers de ces horloges-là. La départementale est prévue avec. Oui. La nôtre aussi non. D'abord, la départementale est prévue avec, et puis de plus, dans les travaux de la route d'Orange, nous allons avoir un nouvel éclairage moderne financé par le SEV. D'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Prochaine délibération, c'est la numéro 2. Le rapporteur, c'est Marie-Hélène Martin. Principe de reversement de la taxe d'aménagement entre la commune de Caderousse et la CCPRO. Alors, la taxe d'aménagement concerne les opérations de construction, de reconstruction et d'arrondissement dans le bâtiment, les installations ou les aménagements de toute nature nécessitant l'obtention d'une des autorisations d'urbanisme, comme les permis de construire, les permis d'aménager, les autorisations préalables. La taxe d'aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 mètres carrés et d'une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, y compris les combles et les caves. Jusqu'alors qu'elle facultative, le partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal devient désormais obligatoire. L'article 109 de la loi de finances de 2022 indique que si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou une partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI est obligatoire, compte tenu de la charge de l'équipement public relevant de leurs compétences. Les communes membres ayant institué un taux de taxe d'aménagement et la CCPRO doivent donc, par délibération concordante, définir les reversements de taxes d'aménagement communales et intercommunalité. Cette disposition est d'application immédiate à partir du 1er janvier 2023.
Afin de répondre aux obligations légales, il est proposé que les communes concernées reversent le même pourcentage de leur taxe d'aménagement à la CCPRO. Ce pourcentage est fixé à 3%. Et vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 109 de la loi des finances pour 2022 modifiant les modalités de partage de la taxe d'aménagement entre les communes et leur EPCI, vu l'article 155 de la loi de finances pour 2021 portant modification de l'article L331-14 du Code de l'urbanisme, prévoyant notamment le transfert de la gestion de la taxe d'aménagement aux services fiscaux. Et vu l'ordonnance numéro 2022-883 du 14 juin 2022 fixant les modalités de gestion pour les collectivités territoriales, considérant la réforme de la taxe d'aménagement et l'obligation pour les communes et leurs EPCI de délibérer de façon concordante sur le reversement de la taxe d'aménagement avant le 31 décembre 2022. Considérant la liberté laissée dans le choix de la fixation de la clé de répartition. Et en conséquence, et après m'avoir entendu, je vous demande d'approuver le principe de reversement de 3% de la part communale de taxe d'aménagement à la CCPRO. Décidé de ce reversement se fera pour l'année 2022 et 2023, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention fixant les modalités de reversement et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. J'ai des questions. Une question, Jean Benat. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des abris de jardin éventuellement supérieurs à 5 mètres carrés seront taxés. C'est tous ceux qui ont fait un permis de construire, un permis de construire, une demande de travaux préalables et une autorisation préalable. Tout cela, c'est une taxe d'aménagement, comme ça a toujours été sur n'importe quelle construction qui puisse y avoir. Et sur ça, donc, il y a 3% qui est reversé à la CCPRO. Pour votre connaissance, la taxe d'aménagement est à 4% sur la commune. C'est un calcul assez scientifique. Mais je voulais vous apporter deux éléments. En 2020, la commune a eu 5 503 € de recettes sur cette taxe d'aménagement. Et en 2021, 699 €. Donc si on prend l'exemple des 699 €, on va dire que c'est 21 € qui seront reversés à l'Interco. Pour votre information aussi, les maires, on a décidé de la mettre au minimum, parce qu'on est assez taxés, nous, collectivités, et donner encore plus d'argent à l'Interco, ça ne nous intéressait pas. Que ce soit le maire d'Orange, de Courtezan, Jonquière, Châteauneuf-du-Pape et moi-même. Donc on a décidé de la mettre au minimum. Et il y a des questions qui sont parties par l'intermédiaire de certains parlementaires au gouvernement pour que ceci change, parce que ça nous enlève encore des recettes. Et vous connaissez les difficultés que nous avons actuellement pour arrondir les fins d'année de nos collectivités. On va passer au vote. À moins qu'il y ait d'autres questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération numéro 3, le rapporteur c'est Marielle Martin et c'est une fixation du tarif exercice 2023. Alors, dans le cadre de ses compétences, la commune propose plusieurs actions mises à disposition répondant à la réglementation en vigueur ou à la demande des usagers. La facturation des prestations est effectuée sur la base de tarifs approuvés en conseil municipal, puisque seule l'Assemblée délibérante dispose de la compétence pour fixer les tarifs communaux. Afin de gagner en lisibilité et en cohérence, il est nécessaire de revoir l'ensemble des tarifs et de les recenser dans un document unique à disposition de tous. Il y a plusieurs délibérations, je vous épargne la lecture de toutes ces délibérations, sur les tarifs des différentes on va dire, biens de la commune, comme les salles des fêtes, comme les cimetières. Vous avez eu un recueil que nous avons réalisé qui a permis de reprendre tous ces tarifs sur un même document que vous avez eu en annexe. Sur ceci, on peut retenir que, par exemple, sur tout ce qui est location salle des fêtes, et autres, nous n'avons pas répercuté l'augmentation au niveau électricité. Nous avons mis en location la salle aussi, la poterne du Barry, qui est mise maintenant à disposition. Et nous avons intégré également, pour ce qui est au-delà de la caution pour les salles,
des frais de ménage et de dégradation à hauteur de 120 € qui ont été rajoutés dessus. Donc en conséquence, je demande au conseil municipal d'abroger toutes les délibérations susvisées relatives à la fixation des tarifs, d'approuver les tarifs figurant dans le recueil annexé à la présente délibération et d'acter de la mise en œuvre de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023. Avez-vous des questions? Oui. Michel Legereau, en ce qui concerne le cimetière, dans le tableau qui est fait, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est au niveau des concessions. Aussi bien en concession qu'en columbarium. On prend, mettons, le columbarium, pour 15 ans, on paye une somme, pour 30 ans, on paye un petit peu plus, et après, on a la fameuse case perpétuelle. En sachant que le mot perpétuel, il est terminé, il n'existe plus. Il n'existe plus, puisqu'à l'heure actuelle, une concession, une tombe, n'importe quoi, qui est dans un cimetière, si elle est jugée à l'état d'abandon, même si la personne a sorti 2 000, 3 000 ou 10 000 euros, à partir du moment où il est à l'état d'abandon, la municipalité est en droit de faire raser cette concession, de retirer les ossements, de les mettre dans une fosse commune. Et donc, je ne vois pas pourquoi on a toujours cette case perpétuelle. Alors ça, on va avec... parce que Jeannot n'est pas là. Non, Jeannot Espinosa n'est pas là, mais par contre, oui. En ce qui concerne ce que dit Michel, c'est exact. Maintenant, c'est pas le problème de Caderousse, hein. C'est pas le problème de Caderousse, c'est le problème national. C'est pas là, comme on est en train Caderousse. de faire l'inventaire, comme tu le sais, tu as même participé à l'inventaire des concessions abandonnées. Nous sommes, et on en parlera sur une prochaine délibération, on avait voté déjà une délibération au mois de septembre sur l'installation de nouvelles places, hein, on a trouvé 13 nouvelles places, et donc on va refaire le règlement intérieur de la gestion du cimetière, mais on sait bien qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre de durée de concession, il faut revenir, comme tu disais, à 20, 25, selon, ou 30 ans, selon les concessions. Et ça, c'est prévu. Y a-t-il d'autres questions? Et celles qui sont enseignées en perpétuel, comment ça se passe? Justement, c'est des contrats qui ont été signés à l'époque, les perpétuels resteront perpétuels. Ça ne changera pas. Ah non, là, c'est des contrats qui ont été signés. Donc... Oui, mais monsieur le maire, c'est des contrats qui ont été signés, mais demain, il y a plusieurs tombes qui font l'objet d'une reprise. C'est des tombes, on suppose qu'à l'époque, 1800, début 1900, il y a eu des contrats qui ont été passés, des concessions perpétuelles, et ces tombes, elles sont visées parce qu'il n'y a plus de descendants derrière, et puis les municipalités, pas spécialement Caderousse, ont décidé d'enlever ces tombes et ces ossements, les mettre en fosse commune. Donc ce genre de document, pour moi, ça me choque. C'est voilà. Ce que je te disais, c'est avec le recensement des tombes abandonnées, entre guillemets, qui n'ont plus de propriétaires, que nous allons récupérer des emplacements et légiférer, faire un nouveau règlement intérieur de gestion. Et pourtant, eux, ils ont signé pour du perpétuel. Ben oui, il n'y a plus personne. Donc, le contrat devient caduc. Pas forcément des caveaux qui ont du siècle dernier. Ah oui, on peut trouver des caveaux qui ont été achetés. Voilà, une personne qui n'a plus de descendance. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est pas spécial. Oui, une personne qui a préparé ses obsèques et qui derrière n'a plus de descendance, elle est décédée. Dans 10 ans, la tombe, elle est à moitié. Donc. Non, tout à fait. On va passer au vote. Qui est contre? Michel Legereau, Madame Lopez. En attendant qu'il y ait une nouvelle règle, je m'abstiens. Madame. Pour le moment, qui est contre? Madame Lopez, Monsieur Legereau. Qui s'abstient? Monsieur Blairon, Madame Hénard et Monsieur Benat. Pour cette partie-là, uniquement. Parce que le compte, uniquement pour cette partie. Hein. Ben là, vous êtes contre la délibération. Oui, bien sûr. Après, on ne peut pas dissocier ceci. Voilà, les autres points ne me posent pas de problème, mais ça me... Tout à fait, il n'y a pas de souci. On va passer à la prochaine délibération. C'est la délibération numéro 4, décision modificative numéro 3 du budget 2022. Voilà, donc la fin de l'exercice budgétaire 2022 approchant, il est nécessaire de procéder aux dernières modifications et ajustements de crédit. Donc vous avez ci-dessous un tableau reprenant des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement avec des diminutions de crédit, des augmentations de crédit. En fonctionnement, pour les dépenses, nous avons une diminution des crédits dans le compte
de dépenses imprévues et une augmentation de crédit au virement à section d'investissement. Il y a également une augmentation de crédit aux dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles de 10 000 € et une diminution de crédit sur les subventions de fonctionnement aux associations et autres. En face, en recette, dans le même tableau de fonctionnement, il y a une augmentation de crédit pour les remboursements sur les autres charges sociales et une diminution de crédit en recette également sur le compte des fonds de péréquation de ressources communales et intercommunales. Pour ce qui est des investissements, on retrouve dans les dépenses une augmentation de crédit dans les installations générales et agencements et aménagements des constructions de 30 000 €. Et en face, en recette, nous avons une augmentation de crédit, donc du virement en section de fonctionnement, qu'on a vu tout à l'heure qui bascule, et également une augmentation de 10 000 € de crédit qui est le compte on va dire, privé des bâtiments et installations. Donc c'est une opération d'ordre de transfert qu'on retrouve, c'est celle qu'on a 10 000 € en moins en fonctionnement qui bascule en investissement. Donc par-delà, je vous demande si vous voulez approuver la décision modificative numéro 3 du budget 2022 tel qu'il a été détaillé ci-dessus, si vous avez des questions. À quoi ça sert ces 20 000 € là, dans la dépense imprévue? Ça c'est un compte que l'on a, dépenses imprévues, on a mis 20 000 €. Donc on n'a pas eu de dépenses sur ceci. Ils ont été faits sur d'autres comptes, donc bien ciblés. Donc du coup, vu qu'ils n'ont pas été pris, on les bascule sur le virement en section de fonctionnement. Après on avait un côté négatif, donc du coup on rebascule sur ça, sur ces 20 000 €. Et qu'est-ce que vous entendez par immobilisation corporelle? Alors sur les dotations, ça ce sont alors ces virements là, les opérations d'ordre de transfert, ce sont pas des opérations réelles, ce sont des opérations comptables. Donc il n'y a pas de sortie d'argent ou d'entrée d'argent. Vous le voyez, ces 10 000 €, vous les retrouvez en investissement obligatoirement. Voilà, c'est une écriture. Vous l'avez forcément en fonctionnement s'il est en dépense. Vous le retrouvez en recette dans l'investissement et vice-versa. On peut l'avoir dans ces champs. C'est quand on vend des biens, du coup, l'immobilisation, on a une diminution de crédit sur ça. D'accord. Ça rentre un peu dans ce qu'on vous a dit depuis le début de notre mandat, c'est-à-dire tout argent économisé sera basculé en investissement. Donc ça, c'est des sommes que nous avons provisionnées en début d'exercice budgétaire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui. Et là, comme on ne les a pas dépensés, on va basculer ça en investissement pour pouvoir utiliser cet argent-là au courant de l'exercice 2023 sur des aménagements qu'on doit faire pour la commune. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante. Ouverture des crédits par anticipation et le rapporteur, c'est M. Martin. Alors, le vote du budget de la commune de Caderousse se fera au cours du premier trimestre 2023. Afin de ne pas pénaliser les investissements de la collectivité en début d'année, il est proposé une ouverture anticipée des crédits en section d'investissement. En effet, l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adapté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à son adoption, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En revanche, jusqu'à l'adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal seulement, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Donc, cette autorisation du conseil municipal doit être précise quant au montant et à l'affectation des crédits. Ces ouvertures de crédits constituent des plafonds d'engagement de la collectivité dans l'attente du vote du budget 2023, qui précisera les montants de l'exercice budgétaire ainsi que les projets financés. Il est proposé au conseil municipal de faire l'application de cet article à hauteur de 327 679,16 €, ventilés comme suit. Donc, en chapitre, les crédits ouverts au budget supplémentaire 2022. Donc, l'immobilisation incorporelle de 75 000 €. Donc, le montant autorisé avant vote du budget primitif 2023 d'un quart des crédits correspond à 18 750 €. Et en immobilisation corporelle, les crédits ouverts au BS 2022 de 1 233 316,67 € devient un montant autorisé avant le vote du BP en 2023 du quart de ces crédits-là de 308 329,16 €, ce qui correspond donc au total des dépenses d'investissement hors dette. Le crédit ouvert en 2022 était de 1 308 316,67 € et qui correspond au quart des crédits de la somme de 327 679,16 €. Donc, vu l'article L16 12-1 du Code général des collectivités territoriales et considérant le vote du budget primitif au cours du premier trimestre 2023 et le besoin de réaliser les investissements indispensables au bon fonctionnement des services, je vous demande d'approuver l'engagement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023 sur la base de l'enveloppe financière définie à hauteur de 327 679,16 € et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires. Avez-vous des questions? J'ai une question, Jean-Benoît. Quand vous parlez de la dette, c'est la dette qui a été souscrite en 2011, c'est ça, qui finit en 2025. Hein. Donc, ça représente quoi, 200 ou 300 000 €, il reste, je crois. Là, à ce jour, il reste 200 000 à peu près. On a 3 années à faire, c'est en décembre 2025 qui ça C'est ça. Donc, en gros, c'est environ 50 000 € Ça fait 50 000 € par an. Voilà. Donc, c'est la seule dette que nous avons. Voilà, et les 327 000 €, c'est ce que vous allez avoir besoin pour commencer à entamer le premier trimestre 2023. Hein. C'est ça, c'est jusqu'à En attendant le budget primitif. le budget primitif. Voilà, c'est le quart correspondant à l'année d'avant. C'est 25%. Qui est engagé. Ouais. Reste-t-il des. Non, y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération numéro 6, 7, 8, 9. On votera séparément, mais ces quatre délibérations vont être présentées ensemble. C'est pour deux lieux différents, mais on les votera séparément. Et le rapporteur, c'est M. Martin. Donc, nous faisons une demande de subvention pour deux lieux, deux bâtiments. Le premier, celui que l'on appelle la passerelle, qui est derrière l'école. Celui-ci, il accueille le centre de loisirs Les Cabanes et l'association Le Pas. Un bâtiment comme l'autre qui sont, on va dire, mal entretenus et qui ont besoin maintenant de nouvelles, on va dire, d'adapter au niveau de la sécurité, de l'accessibilité et également de pouvoir être rénovés et isolés. Alors, pour cela, nous faisons une demande au niveau de la DSIL. Cette demande correspond à 40% on va dire, de l'estimation que nous avons fait de rénovation. Donc c'est une estimation plutôt haute, mais qui est faite aussi pour la demande de subvention. Donc le montant est de 246 000, ça c'est pour la passerelle, 246 000 € hors taxe, soit 285 200 € TTC. Donc on sollicite auprès de la préfecture la demande de DSIL pour les travaux en 2023. Nous avons jusqu'au 23 février pour en faire la demande. Donc cela correspond, les 40%, à 98 400 € hors taxe. Sur cette passerelle également, nous avons au niveau de la DETR. Donc pareil, nous faisons la demande auprès de la préfecture pour cette subvention qui est à hauteur, elle, de 35%. Cela correspond à 86 100 € hors taxe.
En tout, la demande des deux fait 184 500 € de demande de subvention, donc 35% de DETR et 40% de DSI. Ça, c'est pour le bâtiment de la passerelle. Ensuite, il y a celui Châteauvieux, qui est devant le foyer du 3e âge. Ici, ce sont des logements. Il y a 3 appartements dedans. Ils sont en très mauvais état, qui sont mal isolés. Il n'y a pas de ventilation dans les pièces humides. Les installations électriques sont très anciennes. Et il faut aussi sécuriser l'escalier, qui est aussi très dégradé. Donc ça fait très longtemps que ces bâtiments n'ont pas été entretenus. Quand je dis très longtemps, c'est vraiment très longtemps. Donc du coup là, il y a une obligation de faire le nécessaire. Et pour cela, pareil, nous avons fait une estimation et le montant, on va dire, tranche haute de ces travaux est de 306 250 € hors taxe, soit 367 500 € TTC. Comme pour le précédent, nous avons demandé, nous sollicitons donc la DSIL pour 2023. Celle-ci est toujours pareil à hauteur de 40%. Cela correspond à 122 500 € hors taxe. Et aussi une demande auprès de la DETR, pour la DETR de 35%, ce qui correspond à 107 187 € hors taxe. La somme des deux faisant 229 687 € hors taxe. Donc, avez-vous des questions sur cette ensemble? Donc, ce sont des appartements sociaux, là, le Châteauvieux? Ce sont des appartements communaux. C'est pas du social, c'est du communal. Et plutôt que de les réhabiliter, est-ce que vous n'avez pas plutôt intérêt à les vendre et puis faire autre chose? Pas là. Là, non. ici à Châteauvieux, on est dans une enceinte où en plus il y a le grand jardin derrière avec le foyer du 3e âge. On a pas mal de biens ici à la commune, c'est aussi une chance d'avoir un bien, c'est une chance quand c'est entretenu. Parce que ça permet aussi d'avoir ces revenus de loyer qui permettent d'investir dans plein de choses. Mais le but, c'est que ça soit aussi dans un bon état. Alors, effectivement, ça fait des sommes, mais surtout qu'elles deviennent importantes quand pendant des années, il n'y a rien qui a été fait. Là, pour le coup, il y a trois logements. Donc, dans cette enceinte-là, il n'y a pas l'idée de séparer ceci en mettant le vendre dans un privé, alors qu'on est dans un espace dont la commune s'en sert beaucoup pour le foyer du 3e âge ou pour d'autres animations dans cet espace-là. Et pour le cas de la passerelle, c'est pareil. On est à côté de l'école, on est sur des associations qui travaillent et qui sont à l'école pour la cabane, le PAC qui utilise les installations des gymnases et autres autour. Donc, et en plus, on est dans cet espace proche de l'école, même on va dire presque à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de raison de pouvoir se séparer de ce bien-là et d'intégrer quelque chose de privé dont on n'aura pas la gestion sur ces espaces-là. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'après, on fait la demande de ces travaux sur ces deux possibilités de financement que l'on peut bénéficier. Le Châteauvieux, c'est pas de il faut l'amortir. Mais excusez, juste, c'est pour cela déjà qu'on fait appel à la subvention. On fait appel, comme vous a dit M. Martin, avant le 18 février pour pouvoir candidater à la DSIL ou la DETR, parce qu'on ne sait pas laquelle on va obtenir. On va essayer d'obtenir au moins une pour chaque dossier. Sur des biens comme ça, communaux, on ne va pas parler d'amortissement, parce que c'est du capital. L'objectif, c'est surtout qu'on ne le délabre pas. On parlera d'investissement pour d'autres installations communales, mais là, comme vous disait M. Martin, on est vraiment sur un lieu social et associatif très important dans le village. Pour information, le PA et les cabanes totalisent minimum 15 salariés. 15 salariés. Le PA, je crois qu'on est à 9 équivalents temps plein. Et les cabanes en saison, quand il y a les grandes vacances, on est, je crois, qu'à 7, 8. Donc voilà. Et ces gens-là travaillent dans des conditions actuelles qu'on a rencontrées quand on est arrivé, une ancienne villa qui n'est pas adaptée. Bon, ça a rendu des services durant des années, mais aujourd'hui, on ne veut pas prendre la responsabilité d'un accident.
De plus, il n'y a pas aussi l'accessibilité. Donc le PA, vous connaissez l'orientation de l'association de PA, c'est des personnes qui ont une reconnaissance handicapée. Donc voilà, donc on lance ces 2 gros dossiers. Je vous dirais que dans nos projets communaux, ils n'étaient pas prévus. Mais il faut absolument le faire. Aujourd'hui, il faut vraiment sécuriser ces 2 lieux-là, sinon on va les fermer. Et je ne veux pas mettre des associations dehors, et aussi des locataires en particulier. Donc voilà. Et en revenant sur l'entretien des gains, depuis notre arrivée, on l'a voté au budget précédent, on le votera au prochain, on a une enveloppe annuelle d'investissement sur les appartements. Dès qu'il y a un appartement qui se libère, on le remet en état, on refait des travaux, fenêtres, chauffage, peinture. Cette année, de mémoire, on a dépensé une enveloppe de 32... On a fait plus de 30 000 sur déjà un dossier, puis après on est en train de faire l'autre qui n'est pas fini au niveau au-dessus de la poste. Voilà, donc on a ces dossiers-là, ça coûte, mais là on est vraiment sur de l'investissement parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui sont locataires, et on ne doit pas les loger dans des logements pas sur thermique. Voilà. C'est des logements dignes qu'on souhaite. Et c'est pas du social, c'est du communal. Et c'est pour cela qu'on veut le garder communal, comme ça on a la maîtrise des gens, il faut le reconnaître, des locataires, et aussi de nos investissements. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Alors on vote... Ah oui, pardon, alors. D'abord la... Alors on va voter la numéro 6. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La numéro 7, qui est un dossier DSIL, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La numéro 8, c'est pour la DETR et c'est toujours pour la passerelle. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et le dernier dossier, le numéro 9. La DETR, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la numéro 10, et je suis le rapporteur de ceci. Donc on en a parlé tout à l'heure, on a parlé du cimetière. On n'a plus de place au cimetière. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait aucune place. On a fait venir un géomètre, on a pu trouver 13 places. C'est ce que vous aviez voté au mois de septembre. Par contre, dans le PLU, qui a été voté en 2019, nous avons trouvé en 2020, début 2020, il y a eu un terrain réservé qui est juste le cimetière, en vue de l'agrandissement. Là maintenant, on a contacté le propriétaire. On a contacté les domaines pour avoir une estimation de ceci. On a contacté le notaire du village, Maître Doyen aussi, pour connaître cette estimation. On a rencontré le propriétaire. On a trouvé un prix que vous avez sur la délibération. Et nous allons signer incessamment sous peu. Je l'ai signé incessamment sous peu chez Maître Doyon. Une fois la délibération votée, l'achat du terrain. Et M. Benat, le prix a été défini par les domaines? Le prix au Alors, on a mètre consulté les domaines, mais les domaines, comme c'est un petit terrain, ils n'interviennent pas sur le prix là. Il faut que ce soit des terrains bien plus grands. C'est pour cela que nous avons interrogé Maître Doyon. Et par rapport aux informations que nous avons eues, on a défini, on a négocié ceci avec le propriétaire et on a défini le prix que vous avez sur la délibération. C'est un terrain agricole à ce jour. Oui, c'est ça, hein. Tout à fait. Et un terrain agricole, ça vaut ce prix-là? Comment? Un terrain agricole, ça vaut 8 € du mètre carré? Non, un terrain agricole, ça coûte aux alentours de 1,5 € à 2 €. Voilà, donc ça s'est négocié. Voilà. Alors, on est tombé sur ce prix-là, pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas partir dans une procédure qui est longue et coûteuse. Donc, il vaut mieux négocier un prix qui correspond à tout le monde. Il y avait une ligne budgétaire, donc il n'y a pas de souci. Et comme ça, on va pouvoir avancer et travailler sur le futur cimetière. Parce que si on bloque ce sujet-là, ce dossier-là, parce que sur les 13 concessions que nous avons votées en septembre, je n'ai pas le chiffre, mais comme il y avait des gens qui attendaient des concessions, je crois qu'il nous en reste
peut-être 3, 4 ou 5. Donc et moi, je ne veux pas refuser un enterrement sur la commune. Bon, après, ça va être long pour faire ce dossier-là, parce que, pareil, ce projet-là d'agrandissement du cimetière, on va aller taper aux portes des subventions. Donc, c'est un dossier qui peut-être verra le jour en 2024. Mais au moins, on est propriétaire et on commence à travailler sur ce sujet. Et le voisinage? Parce que je crois qu'il y en a... On les a consultés. Oui. La maison qui est juste à côté, on les a consultés. Et là, vous allez laisser un espace, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas... On ne sait pas pour le moment. Vous savez pas? Pour le moment, ne parlons pas de moyens d'architecture ou autre, on ne sait pas. Ça sera un cimetière qui sera végétalisé, ça c'est sûr. Il y aura un règlement intérieur pour ce cimetière-là au niveau de l'aménagement des tombeaux. Hein, voilà, c'est tout. Après, je ne peux pas vous en dire plus, on n'a pas travaillé sur le dossier. Avez-vous d'autres questions? Oui, Michel. Juste pour information, l'agrandissement de la première partie du cimetière, quand vous parliez de temps justement qu'on était pressé, qu'on ne voulait pas rentrer dans des procédures, le cimetière, il faut savoir qu'il existait avec la partie chapelle et jusqu'à l'entrée centrale. Toute la partie de droite n'existait pas sur la première partie de 1838. Et il a fallu attendre 20 ans de procédure pour pouvoir racheter cette partie. Voilà. Donc on est dans des temps justement où on a besoin de... L'expropriation, Voilà. c'est 10 ans. Voilà. Il suffit qu'il y ait Oui, mais c'est considéré comme utilité Un publique, ça? appel ou autre. Ah, S'il y a une remise en appel, et pendant ce temps, il faut payer les frais. Donc aujourd'hui, il vaut mieux négocier que tout le monde. L'avantage d'une négociation, c'est que tout le monde est satisfait. Et au moins, on est sûr de le faire. Sinon, si on partait sur 20 ans, voilà. Et on achète cette parcelle qui est comme ça, et à côté, il reste deux bandes de terrain. C'était pas intéressant de négocier ces deux morceaux en... Alors, C'est pour les années à venir, c'est de l'investissement, en fait. Voilà. Voilà. Le PLU. Voilà. Voilà. Après, je veux revenir dans ce que tu disais par rapport à la durée. Voilà. Donc, étant donné qu'on va travailler sur la durée, si les concessions ont une durée de vie de 30 ans ou 20 ans, ça veut dire qu'il va y avoir un roulement ou des renouvellements. Ça va avoir. Vraiment. Mais c'est pas nous qui avons fait le PLU, donc on prend ce qu'on nous a laissé. D'accord, mais il n'y a pas de droit de préemption sur ces deux terrains à côté, on ne Donc, sait c'est pas. pas une procédure qu'on souhaite entamer. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante, c'est la numéro 11. Le rapporteur, c'est M. Jacquin. Présentation du RPQSO, exercice 2021. Je précise bien, exercice 2021. Alors, la délibération du Conseil communautaire en date du 28 novembre 2022 relative à la présentation du rapport sur le prix, la qualité et le service de l'eau potable pour l'exercice 2021, conformément aux articles L 2224-5, D 2224-1 et D 2224-3 du Code général des collectivités territoriales, il a fait obligation aux communes et aux PCI de mettre à la disposition du public le ou les rapports annuels en question. En conséquence, après consultation de ces commissions compétentes, le Conseil municipal décide de prendre acte de la présentation du rapport sur la qualité du service eau potable 2021 établi par la communauté de communes. Ce rapport est consultable en mairie pour tout citoyen qui en fait la demande. Je vais pas trop vous en parler, je vais parler très rapidement du pourquoi, de quelques chiffres qui sont intéressants de prendre en compte. Si vous l'avez lu, c'est quand même assez technique. C'est pas facile à comprendre. Hein, il y a des choses un peu qui sont, il faut des explications pour dire ce. Donc la première des choses, c'est que c'est obligatoire. C'est obligatoire déjà par le délégataire. Là, on a forcément un délégataire, c'est, en l'occurrence, c'était la SOR. On est sur l'exercice 21, il faut bien se rappeler de ça. Et il y a ce qu'on appelle le rapport du délégataire, qui est envoyé au président de la CCPRO, puisque c'est lui qui assume la responsabilité de concéder
tout ce qui touche à l'eau potable. Et il y a un deuxième document qui s'appelle le rapport sur le prix et la qualité de l'eau, qui est fait pour chacune des communes qui sont dans cette délégation. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a, je dirais, des choses qui sont intéressantes, des choses générales, hein, le nombre d'abonnés, le nombre d'habitants, la longueur du réseau, la qualité de l'eau produite. Il y a aussi une facture qui est établie sur la base de 120 mètres cubes pour chaque abonnement et qui permet de comparer entre les différentes communes, on va dire, les prix de l'eau. Hein. On détermine aussi tout ce qui rentre dans le prix de l'eau, c'est-à-dire les abonnements, aussi bien par le délégataire que par la communauté commune, les prix proportionnels du mètre cube d'eau et toutes les taxes qui sont afférentes à ça. Donc on a des taxes qui sont variables, des taxes qui sont à 5,5 et d'autres à 17,5, bon, enfin 20 je veux dire. Et on va dire, ça permet, on va dire, de bien avoir le prix de l'eau dans son détail. Et on a un dernier volet, c'est le volet, on va dire, qui touche à la gestion du réseau. Alors ça, si vous avez regardé comment c'est assez compliqué à comprendre, parce qu'il y a des points qui sont donnés pour chaque catégorie on va dire, de travaux. Si vous avez un délégataire qui a bien fait son travail sur les réseaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des plans réseau, est-ce qu'il y a des carnets de vannage, est-ce qu'on a les diamètres des canalisations, la nature des canalisations de chaque tronçon, et on détermine un nombre de points. Et si on n'a pas ce nombre de points, on ne peut pas passer dans la catégorie supérieure. Donc, en fin de compte, on a 3 volets, et le total des volets détermine un nombre de points pondéré. La note la plus haute, elle se situe à 120. Au niveau eau potable, on a 30. C'est pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a des choses que le délégataire, sur l'exercice 2021, n'a pas produit. On va dire des renseignements sur le réseau qui empêchent de faire une gestion correcte quand on a une fuite ou quand on a un entretien à faire. En plus, le point critique, c'est qu'il n'y a jamais eu de renouvellement de canalisation. Donc, on a un point qui est satisfaisant, c'est que le rendement, c'est-à-dire la part de fuite qu'il y a sur le réseau. Alors, le rendement, c'est le volume facturé sur le volume produit. Il doit se situer à peu près à 80%. Ces années dernières, on était en dessous. Et là, en 2021, l'ASSOR a corrigé et est intervenu de manière drastique pour faire des recherches de fuite. On est passé à 87%. Donc, on a augmenté, on va dire, notre rendement. C'est-à-dire, le rendement, c'est ce qui fait vivre, on va dire, le service de l'eau. Hein. Plus il y a un rendement, moins il y a de fuite, et donc on perd moins d'argent. Voilà. Donc, je vous ai, on va dire, donné les grandes lignes de tous du rapport, le rapport annuel de l'eau. Sachez qu'il est fait pour que les abonnés puissent le consulter en mairie. C'est un document qui a été fait au départ pour les abonnés. Parce que le budget de l'eau, c'est un budget d'abonnés. Donc c'est normal que les abonnés puissent regarder ce qui se passe sur leur réseau. Voilà. Donc il n'y a pas de délibération à prendre, il y a simplement à vous informer, on va dire, succinctement. Je vous ai donné, on va dire, les grandes lignes, mais après vous pouvez les vérifier par vous-même sur les documents. Voilà. Très bien, merci Jean-Pierre. On va passer à la délibération suivante. Pareil,
Là, ça va être sur la présentation RPQS de l'assainissement collectif et non collectif pour l'exercice 2021. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure du rapport annuel sur l'eau potable. On a exactement la même chose pour le rapport sur l'assainissement collectif. Alors, sur l'assainissement collectif, on a des renseignements qui touchent le nombre d'habitants sur le territoire de la commune de Carpus, le nombre d'abonnés, la longueur du réseau. Alors, pour information, on a 15 km 34 de réseau en assainissement collectif. On a une densité linéaire d'abonnés, c'est-à-dire qu'on a 53 abonnés par kilomètre. Et le nombre d'habitants par abonné, on a 2,5 habitants par abonné. Il faut bien faire la différence entre abonnés et habitants. Un abonné, c'est une maison, c'est l'endroit où le départ du réseau d'assainissement, et après le nombre d'habitants, voilà, peut être plus haut. On a des volumes de 86 420 m3 en 2021 contre 70 500 en 2020. Donc il y a eu plus de consommation d'eau potable et donc forcément plus d'eau rejetée en eau. Voilà. Ah, par contre, sur les indicateurs de performance, ce que je vous disais tout à l'heure, le tableau dans lequel on note par points, on a, sur l'assainissement, on a 80 points sur 120. C'est-à-dire qu'on est mieux documenté sur le réseau d'assainissement que sur le réseau d'eau potable. Alors, on a la même chose pour l'assainissement non collectif. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Je dirais que le document non collectif, il est traité de manière un peu rapide. Donc on sait simplement qu'on a 34 communes adhérentes, qu'on a 10 000 installations sur ce qu'on appelle le SPANC, qui est donc géré par Rhône Ventoux, qu'il y a eu 1026 contrôles qui ont été faits en 2021, qu'on a des indicateurs de performance de la même manière que ce que je vous disais tout à l'heure. Sur 140 points, on a 100 points qui correspondent à l'information générale de chacun des équipements d'assainissement non collectif. Et qu'on a 75% de taux de conformité sur l'ANC, l'assainissement non collectif. Voilà. Très bien, merci Jean-Pierre, c'était très clair. Juste une question, s'il vous plaît, Jean Benat. Actuellement, vous avez dit que vous avez une augmentation de l'eau, ce qui provoque une augmentation des rejets, donc dans le cadre de l'assainissement. Mais la station d'épuration, elle peut le travailler, tout ça? Oui. Parce que la station d'épuration, elle ne doit prendre que les eaux usées, c'est-à-dire elle ne prend pas les eaux claires. C'est pour ça que cet été, les travaux qui ont été faits le long du mur de Gramont avaient pour objet d'éliminer ce qu'on appelle les eaux parasites, c'est-à-dire les eaux claires qui rentrent dans le réseau d'eau usée et qui viennent perturber tout le fonctionnement de la station d'épuration. Quand on a de l'eau claire qui est, on va dire, de l'eau qui n'est pas chargée en matière en suspension, on la traite de la même manière que celle qui est avec, je dirais, des bouts qui sont précédés. Merci. Merci Jean-Pierre. On va passer à la délibération suivante. C'est la délibération 13, convention d'intervention foncière entre la SAFER et la commune de Caderousse. Alors, conformément à l'article L 143-73-2 du Code rural, la Société d'aménagement foncier et établissement rural SAFER, qui dispose d'un droit de préemption, informe les maires des déclarations d'intention d'aliéner portant sur les ventes de fonds agricoles ou de terrains agricoles situés sur le territoire de leur commune.
Néanmoins, la simple transmission de ces informations ne permet malheureusement pas aux communes de solliciter une préemption de la SAFER. Ainsi, les communes ont la possibilité de conclure des conventions d'intervention foncière avec la SAFER. Ces conventions permettent aux collectivités de demander à la SAFER d'acquérir les biens agricoles, soit par voie amiable, soit par l'exercice de son droit de préemption, mais également de bénéficier des prestations d'études et de veille foncière. De tels services constituent des outils privilégiés pour les collectivités territoriales confrontées aux enjeux actuels du foncier agricole. Sur son territoire, la commune de Cadrousse se doit de veiller au maintien de l'activité agricole ainsi qu'à la protection de l'environnement. Par conséquent, j'ai perdu ma ligne, mais ce n'est pas un problème. Par conséquent, il est nécessaire qu'une nouvelle convention d'intervention foncière soit signée pour une prise d'effet à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée s'étalant jusqu'au 31 décembre 2025. En conséquence, et après consultation de ces commissions compétentes, le conseil municipal décide d'approuver l'ensemble des modalités de la convention d'intervention foncière avec la SAFER, telle qu'annexée à la présente délibération, pour une durée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, et d'autoriser M. le maire à signer la présente convention. Une question, s'il vous plaît, Jean Bernard. Et pourquoi 2 ans? C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Donc vous avez compris qu'on veut préserver notre paysage et l'agriculture sur notre commune. Donc c'est pour ça qu'on s'attelle on travaille avec la SAFER pour qu'ils puissent nous aider et qu'ils puissent préempter les terrains, pour pas qu'il y ait n'importe qui achète des terres, surtout pour faire n'importe quoi. Oui. Mais donc, les terrains pour le cimetière, donc vous avez fait la SAFER, et ne sont pas passionnés par le fait que c'est une parcelle. Pas du tout. Donc on arrive dans le même cas. Non, on ne les a pas consultés parce que le terrain était réservé au PLU déjà. Ils ont été consultés au moment du PLU. Hein, ça fait partie des partenaires pour l'élaboration d'un PLU. Mais là, on a inclus... Il n'y a pas de limite de volume. Non. Le monde agricole. Non, la SAFER, c'est pour n'importe quelle dimension de terrain au niveau du secteur agricole. Y a-t-il d'autres questions? Et Michel Desgereau, et la SAFER, elle est rémunérée par qui? Par la commune ou le département? Qui est-ce qui la gère cette... Nous ne payons rien. Pour nous, c'est la SAFER qui préempte et après, elle positionne un agriculteur, fait appel à tous les agriculteurs, savoir qui veut acheter le terrain. Elle bloque. On va dire qu'elle bloque le terrain et elle s'occupe de le revendre après et de positionner. Ce qu'ils font dans certaines communes, c'est qu'ils positionnent souvent des jeunes agriculteurs. Et quelle que soit la surface. Comment? Quelle que soit la surface. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 14e délibération est derrière. Monsieur Jacquin qui est rapporteur, c'est la présentation du rapport social unique de 2021. Alors, conformément aux dispositions des articles L231-1 à L231-4 et L232-1 du Code général de la fonction publique, les employeurs territoriaux sont tenus d'élaborer annuellement un rapport social unique RSU. Ce dernier rassemble les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Le RSU a pour vocation de rassembler en un seul document et donc se substituer aux divers rapports tels que le rapport sur l'état de la collectivité, aussi appelé bilan social, le rapport d'égalité professionnelle et le rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Le RSU est établi autour de 10 thématiques: l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, les rémunérations, l'absentéisme, le dialogue social, la formation, la GPEEC. Au-delà de l'obligation légale, le rapport social unique permet de disposer de données chiffrées permettant d'offrir une photographie de l'emploi territorial et de disposer d'informations pouvant faciliter la gestion des ressources humaines. La liste des informations devant figurer dans ce rapport est établie par décret. Vu la loi du 6 2019, la transformation de la fonction publique, vu l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant pour la fonction publique territoriale la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales, en conséquence, et après consultation de ces commissions compétentes, le conseil municipal décide de prendre acte de la présentation du rapport unique social 2021. Voilà, ça ne se vote pas. Le rapport, vous l'avez vu. C'est comme de l'eau. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, alors c'était la dernière délibération de ce dernier conseil de l'année 2022. Je vais passer aux questions diverses. J'ai reçu des questions de M. Benat. Donc, vous les posez, M. Benat? Oui, je vais le poser là. Allez. Alors, première question. La réunion du 2-12-22 avec l'ASSA, il en résulte quoi, alors, en fait, suite à cette réunion pour les Maïra? Alors, c'était une réunion technique. Alors là, ça, c'est notre partenaire qui gère les mailles et les fossés. De mémoire, je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'il gère environ, Florian, 47 km. 47 km de fossés sur la commune. Donc retenez bien quand même ceci, malgré tout. Ça a été un temps d'échange qui n'avait plus eu lieu depuis X années, je dirais même minimum une vingtaine d'années. Nous, ça nous a permis, élus, de faire le point avec cette association, parce que ce n'est pas un syndicat, c'est une association, avec les services techniques de la CC Pro, parce qu'eux aussi interviennent à certains niveaux, nos services techniques et nous, élus. Donc on a fait cette première réunion pour définir un plan d'action et aussi savoir qui fait quoi. Et le troisième point, informer aussi la population de qui fait quoi et qui doit faire quoi. Parce qu'en plus de ces trois partenaires, il y a aussi les propriétaires de terre qui doivent entretenir sous leur pont. Et je peux vous dire, avec les 300 mm qu'on a eu en très peu de temps, on peut voir un certain niveau où sont les ponts qui sont bouchés. Donc rassurez-vous, on va créer un document unique et toutes les personnes qui payent la taxe, parce que c'est des personnes qui sont assujetties à cette taxe-là, recevront un document pour savoir comment ils sachent vraiment ce qu'ils ont à faire eux aussi. Parce que vous avez vu des voies qui ont été inondées parce qu'il y a des ponts qui ne sont pas entretenus, entre autres. Donc voilà, donc cette réunion, il résulte quoi? Il résulte qu'on a une deuxième réunion pour travailler sur ce document unique le 5 janvier prochain. Et après, on verra le 5 janvier prochain ce qu'on décidera. Et l'objectif, c'est de pouvoir sortir ce document unique au moment où les personnes vont recevoir leurs taxes. Donc je crois que c'est au niveau du mois de mars ou avril, de mémoire. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Question de le nettoyage des grilles des mailles, toujours pareil, entretien du mécanisme. Exemple, je prends l'exemple de la grille qui se trouve à Saint-Charles. Donc le câble est cassé. Donc qui en a la charge? La commune, le syndicat ou l'ASSA ou autre? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est pour ça que je vais vous référer à ma réponse précédente. Qui fait quoi? Donc c'est une des choses que je veux vraiment savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des investissements à un certain moment. Il y a eu la GEMAPI qui est venue aussi. C'est la gestion des milieux aquatiques et des protections contre les inondations. Et de plus, l'ASA qui a changé de statut dans les années 80. Donc voilà. Ça rentre, je vous donnerai une réponse dans le futur. Là, je ne l'ai pas aujourd'hui. D'accord.
La question 3. Donc, il y a quelques mois, on a voté la subvention pour les panneaux. Donc, je redis la question. Interdiction des PL dans le cadre du transit par cadre où en est le projet et l'achat des panneaux. Mais un peu comme vous, Monsieur Benat, je suis assez impatient et je vois que la lenteur administrative me bloque et m'énerve un petit peu. Ça fait 18 mois que je suis allé défendre ce projet-là lors de la commission des routes, où étaient présents le département, la préfecture, les services de secours, le syndicat de routiers, et je dois oublier 1 ou 2 partenaires. Bon. À l'issue de cette commission, on nous a accepté notre dossier-là. On en avait parlé lors des précédents conseils, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, après, il a fallu savoir qui fait quoi et qui paye. Donc, on se retrouve sur des départementales, des voies communales et des voies intercommunales. Donc, c'est une enveloppe, avant les soucis de la guerre d'Ukraine, c'était une enveloppe d'environ 14-15 000 €. On a relancé de nouveaux devis. Je n'ai pas le montant définitif, mais bien sûr, ça a augmenté. Donc, j'ai rencontré Madame la Présidente du département qui ne souhaite pas payer ceci, mais on a trouvé un accord entre elle et la CCPRO pour une partie du financement. Et nous, la commune, on va mener aussi un financement. On a relancé de nouveaux devis. On devrait avoir ça début 2023. Quand? Je ne peux pas vous donner cette réponse-là. Par contre, on a perdu 18 mois. Parce qu'on a toujours des semis qui circulent au pied de la digue et qui ne sont pas là pour des desserts, pour des professionnels, on va en parler après, qui sont là juste pour gagner 2 minutes. Oui, oui, ça cache notre monument historique, entre autres, plus nos routes. Question 4. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, merci. La question 4, l'arrêt de bus utile, devant le magasin utile. Donc, je vous ai d'ailleurs à ce sujet envoyé une photo, si je me rappelle bien. Donc, que comptez-vous faire pour ne plus que les PL allant à la société Perret ne stationnent sur la zone de rencontre? Donc, je me suis trouvé un matin là-bas. C'était un foutoir monumental. Vous aviez des gosses. Changez un peu votre question. Pardon? Lisez votre question. Donc, zone de rencontre, en attendant que la société ouvre le portail pour que les camions puissent rentrer. Alors, ce qui provoque aussi, dans les deux sens, une gêne pour les j'ai usagers. répondu par écrit à votre question. Oui. Vous me la reposez aujourd'hui. Ben oui, parce que j'ai reçu la question et je vous avais déjà envoyé ça. Donc, c'est pour Oui, ça. oui, parce que vous avez fait Non, vous avez fait un courrier, un mail avec des photos, mais c'est pas grave. Donc je vais me répéter en vous expliquant que nous sommes déjà rapprochés de la société Perret. Ça a été une des premières sociétés que nous sommes allés voir au moment de notre installation. Pourquoi? Parce que c'est au moment où il y avait eu ce problème de nitrate stocké, et donc on voulait savoir au niveau de sécurité. On a abordé le sujet des camions. On a pu voir avec le dirigeant, le directeur, la gestion des camions. Il est vrai qu'il y a des fois, et ça ils n'ont pas la maîtrise de ceci, parce que c'est des transporteurs qui viennent partout, hein. Et il y en a qui arrivent plus tôt que prévu l'ouverture de l'usine. Donc là on leur a fait un courrier, on leur a rappelé que si jamais il y avait des routiers qui arrivaient, machin, c'est une aire de rencontre au niveau de la porte Castellan. Notre objectif, je leur ai demandé de demander qu'ils voient avec leur transporteur pour arriver au moment où l'entreprise est ouverte. Ils peuvent s'arrêter sur une aire de repos sur l'autoroute ou ailleurs. Par contre, à ce niveau-là, moi je vais être très vigilant. Dans mon pouvoir de police, je peux intervenir aussi. Maintenant, je ne vais pas quand même coincer une société du village. Je vais faire très attention, parce que ça faisait longtemps que ça ne s'était plus passé, et puis là, c'est vrai qu'on a eu coup sur coup, sur la même matinée, 2 camions qui stationnent. Et puis on va être vigilant, et s'il faut aller au-delà, on ira au-delà. J'ai répondu à votre question? On ne peut pas mettre des panneaux de stationnement interdit au polo. J'ai répondu à votre question, monsieur Denain? Oui, mais mettre des panneaux, ça serait bien aussi. Arrêtez avec Voilà. votre phobie de panneaux, là. Phobie de panneaux. Les gens, s'ils voient les panneaux, ils iront stationner ailleurs, monsieur. C'est tout simple. Non, monsieur Denain. Donc, On passe à la question suivante. Voilà, alors là, c'est encore l'arrêt de bus. Donc, j'ai fait le constat, et plusieurs parents d'élèves l'ont fait aussi, le constat. Donc, les bus
qui viennent récupérer les gosses à l'arrêt de bus, ils arrivent un peu vite. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre des bandes rugueuses juste un peu avant l'entrée utile, de manière à ce qu'ils ralentissent un peu, quoi. La vitesse est à 30 km/h à ce niveau-là. Bon, déjà, moi, on a souhaité sortir les transports collectifs. Avant, rappelez-vous, ils passaient dans le village, c'était encore plus dangereux. Là, la région a fait des travaux. Maintenant, c'est une zone de 30 km/h. Moi, je vous encourage à faire un courrier aux sociétés de transport en leur disant qu'ils vont trop vite. C'est de la compétence de qui, monsieur le maire? De la vôtre ou celle de la communauté des communes? C'est la police du maire, monsieur. Oui. Mais j'ai mis un panneau de 30 km/h. Après, vous me dites, ils vont pas vite, c'est-à-dire qu'ils arrivent vite. Alors, ça veut dire Ils freinent au dernier moment. Au dernier moment, ils freinent. Voilà. Il peut y avoir un problème. Allez-y le matin, vous verrez que les gamins, ils chantent dans tous les coins, ils se poussent en plus. Et un jour, il y aura un problème. Ils arrivent au dernier moment. Et ils freinent au dernier moment. Et ils freinent au dernier moment. Donc, ça arrive relativement assez vite à cette vitesse-là. L'accident, il peut très bien arriver. Je sais pas, mais mettez-vous-y, vous y allez le matin, à 8h. Et moi, j'y suis tous les jours. Oui, je sais, parce que vous ramenez vos petits-enfants. Bien sûr. Donc, c'est pas que les miens, c'est pour tout le monde que je parle. Voilà, mais bon, après, il y a le code de la route. Oui, mais peut-être qu'en mettant, je ne demande pas qu'on mette comment on appelle ça, les casse-vitesses, les gros, là, non, il suffit des bandes rugueuses, ça le fait ralentir un peu. Et ça ne coûte pas excessivement cher non plus. On ne parle pas d'argent, on parle de sécurité. Oui, justement. Question 6. Donc là, j'en viens aux travaux de la route d'Orange, dont vous avez parlé tout à l'heure. Les prochains travaux de la route d'Orange du RD 17, donc quand vont-ils démarrer? L'origine du financement? Pouvons-nous éventuellement voir le plan s'il y en a? Et y aura-t-il une information pour les riverains au moment avant les travaux, quoi? Bon, comme vous le savez, ça faisait partie de nos engagements de l'année 2022, mais on ne maîtrise pas totalement ce dossier, ça a pris du retard. Alors pourquoi ça a pris du retard? Parce qu'il y a différents partenaires, dont la CC Pro, dont le département, et puis il y a aussi une partie économique, parce que les prix ont flambé. Donc les budgets de 2022 ne s'alignaient plus par rapport à ceci, donc on a rediscuter avec les différents partenaires pour revoir ceci. Le marché va prochainement sortir. Bien sûr, il y a une réunion publique qui sera organisée pour informer la population. Une réunion aussi de quartier pour les riverains à proximité. C'est ce qu'on fait dans différents quartiers dès qu'il y a des travaux ou des aménagements. Donc, bien sûr, on va le faire aussi. Normalement, et je dis normalement, je m'avance un peu, tant pis. Je sais que si ça sera dépassé, vous me le rappellerez. Normalement, au courant du mois de mai, on devrait mettre le premier coup de pioche. Les travaux devraient durer 10 mois. En tout, il y a 4 tranches de travaux. Il y en a 3 qui seront faites immédiatement. C'est-à-dire, on va partir du côté nord de la commune et aller jusqu'au rond-point de l'Olivier. Là, il y a 3 tranches de travaux. La dernière, c'est l'aménagement au niveau du rond-point de l'Olivier, où là, il faut qu'on voit, on n'a pas encore bien ficelé le dossier, parce qu'on veut voir avec les bâtiments de France, on veut voir l'accessibilité, on veut voir aussi avec nos amis cyclistes, voir un peu ce qu'on peut faire comme aménagement à ce niveau-là. Donc voilà, et puis à côté de ça, on a d'autres partenaires. Il y a le SED aussi, le syndicat d'électrification, qui va faire tout cet aménagement-là. On va candidater, et vous verrez lors de prochains conseils, on va candidater une subvention auprès de la région pour végétaliser, parce qu'il y a une partie de la voie qui sera végétalisée pour sécuriser, et je précise bien, M. Benat, pour sécuriser les piétons et les cyclistes. Parce que quand vous voyez l'état de cette route, vous bloquez sur le U, mais je peux vous dire qu'il y a encore plus de danger. Quand vous voyez des enfants revenir de l'école et marcher sur un trottoir qui est empierré comme ceci,
et traverser, quand vous voyez qu'il y a des accidents, là il y a des accidents, et beaucoup plus souvent que les aménagements qu'on a fait au U. Le virage, le fameux virage de la Lusignane. Et là, je peux vous dire qu'on est à 50 km/h. Le virage est signalé, on a remis le radar pédagogique, on va faire des travaux pour faire ralentir et sécuriser les piétons et les cyclistes. Là, c'est des travaux urgents. Mais hélas, d'un côté tant mieux pour nous, ce n'est pas un budget communal. C'est la CICECO qui finance, ainsi que les deux autres partenaires, le département, le SEB et j'oublie la région pour les arbres. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui. Question 7. Alors, depuis plusieurs semaines, les techniciens du service technique font à tour de rôle, de 11h30 à 13h, la garde des enfants dans la cour de la récréation pendant les heures de la cantine. Est-ce normal? Expliquez-vous sur cette pratique. Ont-ils des formations requises et les parents d'élèves ont-ils été informés? Alors, on est en relation étroite, que ce soit avec les directeurs ou même les parents d'élèves, donc ils connaissent les difficultés qu'on rencontre, nous, les collectivités maintenant, pour remplacer des collaborateurs. On a suivi ceci avec les ATSEM l'an dernier, c'est très difficile et aujourd'hui on jongle un petit peu. Hein. Je vous dirais heureusement qu'on a du personnel motivé, qui a envie de travailler et qui viennent, qui sont volontaires pour venir sur temps midi 2. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas de personnes et il faut faire face aux absences. Hein. Vous savez que c'est difficile, on a toujours quand même le Covid, il y a des fois où tout le monde est présent et d'autres fois pas tout le monde. Donc il faut pouvoir faire face. Donc les gens sont volontaires, informés de ce qu'ils ont à faire. Il y a toujours dans l'école des gens qui sont formés, hein. C'est des gens sérieux, qui récupèrent ce temps-là. Ça ne fait pas des charges supplémentaires à notre budget. Et je peux vous dire aujourd'hui, j'ai que cette solution. C'est ou ça, ou à un certain moment fermer la cantine. Donc aujourd'hui, heureusement qu'on a du personnel volontaire et des élus, parce qu'il y a eu des élus qui sont venus, pour pouvoir faire face à ceci. Maintenant, si vous avez une autre solution à me proposer, si elle est bonne, je suis preneur. Non, mais si vous avez une autre solution, et si elle est bonne, je suis preneur. Alors, il suffit de trouver du personnel compétent. Comment? Il suffit d'embaucher du personnel compétent. On a du personnel compétent, mais on a du personnel compétent qui parfois ont des problèmes de santé. Moi, je n'attaque pas le personnel. Le personnel compétent, là. Maintenant, allez trouver un salarié, une personne qui vient travailler 1 heure, ou même pas, entre midi et 2, et qu'on connaît, parce qu'on ne va pas mettre n'importe qui. Nos salariés, on les connaît. La plupart travaillent depuis des années sur la commune. Oui, d'accord, mais ça, je sais. Et au pied levé, parce et que votre... la personne qui est absente, on le sait le matin. Mais est-ce que le personnel des services techniques ont la formation requise pour ça? Vous voulez que je ferme la cantine? Non, pas du tout. Je vous pose la question, est-ce qu'ils sont formés? Mais vous croyez est-ce que ça ne fait pas l'objet, dans le cadre l'année prochaine, de formation pour eux, éventuellement? Mais rassurez-vous, les personnes ont des informations et la plupart sont formées, parce qu'il n'y a pas toutes les personnes de la cantine ou autre qui sont absentes en même temps, parce que là, je n'aurais pas d'autre choix que de fermer. Donc là, vous me parlez d'un ou de 2 personnes sur les 8. Combien il y a de personnes qui travaillent midi 2 en tout? 12. Mais si vous avez une solution, franchement, et je pense que Mme Bertel serait contente que vous nous ameniez des solutions. Et je peux vous dire, et je le répète là parce que j'entends beaucoup de choses, on a du personnel volontaire, professionnel et motivé. Question 8. Répondre à votre question? Oui. Action. Question 8. Route de Gabin, inondation de la route partant de Puissat, j'en avais déjà fait la remarque. Y a-t-il eu des courriers ou contacts avec les propriétaires des terrains ainsi qu'avec les locataires afin de trouver des solutions? Bon, il a beaucoup plu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, nos agriculteurs pourraient nous dire au centimètre près combien il a plu, mais en 3 fois, on a presque eu 300 millilitres hein, sur notre territoire. Ça fait beaucoup. Oui, ça, je sais. Donc voilà. Après, il y a l'entretien des fossés, et après, il y a les terres qui sont hautes. Hein. Donc le cas que vous parlez de la route de Cabin, on a contacté le locataire et les 2 propriétaires pour voir les solutions. Parce qu'avant, c'était un terrain où il y avait des asperges.
Maintenant, c'est des oliviers. Mais il y a toujours eu un problème dans ce côté-là, parce qu'il y a une maille derrière, ou un fossé, un flot. C'est un fossé ou une maille derrière le gabin? Je crois qu'il y a une maille. C'est une maille. C'est une maille. Mais les terrains de ce côté-là sont inversés. Donc ne se versent pas dans la maille. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faire peut-être des travaux de recreuser la maille, parce qu'au niveau des terrains, la CCP est intervenue, c'est avant qu'on arrive, ils sont venus, ils ont refait une partie du goudron, mais on ne voit pas le travail qui a été fait, parce que dès qu'il y a de l'eau, bien sûr, ça va abîmer le goudron. Donc aujourd'hui, ben oui, il faut être vigilant. Il n'y a pas de fossé sur le côté, et il est vrai, quand il pleut, beaucoup, il y a de l'eau. Mais bon, vous connaissez la culture de notre territoire, hein. Une route sèche à Caderousse, quand il a beaucoup plu, beaucoup d'anciens pourront vous dire que ça n'existe pas. Donc oui, il y a de l'eau sur les routes quand il pleut beaucoup. Oui, regardez, il a plu il y a une semaine, et regardez, il y a encore de l'eau, les champs sont pleins, les fossés, petit à petit, se vident, mais bon, c'est ça, hein. Et puis, il n'est pas dit qu'un jour on soit inondé. Cette route, elle n'est pas inondée, il y a une grosse flaque. Vous savez ce que c'est l'inondation, vous étiez là en 2003. Oui, puis en 60 aussi. Donc le Rhône, je le connais. Hein. Eh bien, donc si vous le connaissez, vous connaissez la particularité de notre territoire. Avant que le Rhône soit déplacé, et depuis que le Rhône est déplacé. Essayez, dans la mesure du possible, de créer un petit fossé, quelque chose, quoi. Pour essayer de désengorger cette flaque qui est là et qui gêne les riverains. Essayez de faire quelque chose. Ou alors c'est au propriétaire de remettre le terrain comme il était, j'en sais rien. Ça fait des lustres qu'il est comme ça. Il y a toujours un peu là. Comme vous avez dit, il y a eu des asperges. Et là, aujourd'hui, on a des oliviers. Quand ils ont planté des oliviers, d'après les informations que j'ai, hein, donc ça a été renivelé. Donc le terrain a été renivelé et remonté. Et voilà ce qui se passe. Donc vous voyez avec le voisinage de là-bas, ils vous diront ce que je viens de vous dire. Vous avez le temps de regarder la hauteur des terrains. Bah oui, il y a à peu près 30 cm. Je vous invite à faire le tour du territoire parce qu'en termes de routes inondées, vous avez vu, il n'y a pas que là, on parlait tout à l'heure de 45 km. Il y a des choses à faire, on le sait. Et aujourd'hui, ils ont reçu un courrier. Mais avant que vous me posiez la question, hein, parce que on le sait, il y a des points morts comme ça quand il pleut souvent, il y en a d'autres ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait cette réunion avec la SCO. Là, j'ai plus de questions, merci. Vous avez plus de questions? Non. C'est très bien. Messieurs, dames, je vais vous souhaiter avant tout de belles fêtes en famille. Je vous invite aux vœux qui auront lieu le 6 janvier à 18h30 à la salle des fêtes, bien sûr. Voilà, merci. Je voulais juste vous parler d'un souci que la commune rencontre aujourd'hui, ainsi que 8 sociétés. C'est que la Poste a décidé d'enlever les boîtes postales. Donc, j'ai rencontré certaines personnes qui sont touchées par ceci. Nous aussi, on le subit. Donc, il y a une pétition qui a été faite, dont on a signé, M. Benat, cette pétition. Non, je vous regarde parce que... Donnez-moi là, je signe. Notre souhait, M. Benat, c'est que la Poste nous trouve une solution. C'est compliqué parce que c'est des décisions qui sont prises très loin de nos territoires. Même si la Poste est partenaire de la Maison France Service, on n'a pas à subir ces décisions-là. Donc on va intervenir auprès de nos élus parlementaires, auprès de la préfecture et bien sûr de la Poste, pour qu'ils nous trouvent une solution. Voilà, je voulais vous en informer. Il y a une raison importante? C'est une raison parce que petit à petit, il y a une raison budgétaire. À un certain moment, ils raccourcissent un peu ceci. Donc ils proposent 2 solutions où les gens mettent des boîtes chez eux, mais il y a certains professionnels qui ne sont pas tout le temps chez eux. Et puis il y a des courriers particuliers, je pense à notre notaire ou nous, communes. Et sinon, ils nous demandent d'aller directement à la poste dédiée aux professionnels qui se trouve à Orange, boulevard d'Aladi. Voilà, messieurs, dames, passez de très belles fêtes. Merci.